Ouais, ouais, on est C'est prêt. bon, on est... Bonsoir tout le Direct en monde. ligne. Bienvenue dans cette direct Bonsoir à tous. chasse à l'arc. Donc voilà. Donc on reçoit ce soir dans notre live Mario qui va nous parler de la chasse à l'arc en montagne. Donc il a une sacrée expérience là-dedans. Il a un territoire magnifique. Il a des trophées à nous montrer pas mal. Donc, on a aussi Marc, bien sûr, mon compagnon de voyage, comme on dit. On est toujours présent. Exactement. Donc, on va essayer de passer un bon moment. On va sûrement passer un bon moment tout le monde. Donc, je vais de ce pas passer la parole à Mario. Il va se présenter et on pourra dans la direct poser des questions. N'hésitez pas à poser vos questions aussi. On vous répondra en live sans souci. Donc, pour les gens qui nous regardent, bonsoir tout le monde. Et ça y est, on commence. Voilà, Mario, la parole à toi. Salut à tous. Voilà. Donc certains me connaissent par mon prénom Renaud, d'autres par Mario. C'est plutôt pour de plus de discrétion sur les réseaux, parce que de nos jours, ça devient compliqué. Donc voilà, moi je suis ici pour vous partager mon humble expérience dans la chasse à l'arc et plus particulièrement la chasse à l'arc en montagne. J'ai pas une grande expérience, hein. J'ai 5 années derrière moi. La chance que j'ai, c'est que j'ai pu chasser sur différents massifs en Isère notamment. Pour ceux qui connaissent l'Oisan, la Chartreuse un petit peu, et Beldon aussi plus récemment. Donc bon, je chasse aussi à l'arme à feu à côté, j'ai un chien, différents modes de chasse. Mais mon premier amour reste la chasse à l'arc. C'est pour ça que je me suis mis à la chasse tout court, c'est pour la chasse à l'arc. Aujourd'hui, je voulais vous parler notamment de la chasse à l'arc en montagne. On sait que chasser à l'arc, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Je pense qu'on en a tous conscience. C'est même difficile. Et on rajoute c'est très difficile. Et on vient rajouter un petit pavé supplémentaire en allant chasser en montagne. Je pense que en matière de difficulté, on peut pas trouver mieux dans la chasse. Donc, je suis pas là pour donner des leçons, je suis plutôt là pour partager la passion. Donc, voilà, donc ça fait à peu près 5 années. J'ai découvert la chasse il y a déjà pas mal de temps, il y a 15 ans, par un ami qui était au lycée avec moi. On allait au petit gibier, au lièvre, au fusil. Le temps a passé et puis la nature a pris le dessus. Et puis voilà, passé le permis il y a 5 ans, brevet grand gibier entre-temps. Et la chance de prélever à l'arc. Et donc la passion ne fait qu'augmenter avec les années. Donc voilà, je fais partie de l'AICA, donc c'est l'association iséroise des chasseurs à l'arc. Donc je salue, on a à peu près une cinquantaine de membres et on a la chance d'avoir un petit peu comme Enzo, un espèce de pied-à-terre sur une petite ACCA, enfin une belle ACCA pas trop loin de Grenoble, qui est un domaine de montagne qui commence entre 400 d'altitude et qui vient terminer aux alentours de 1800 sur les contreforts du Vercors. Donc c'est pas sur le plateau, mais on est dans le Vercors. C'est très joli, forêt de feuillus, falaise, on arrive dans les sapins sur les hauteurs et donc on va venir taquiner du chamois, du mouflon. Quelques cerfs ont été aperçus, bon, c'est pas encore à l'ordre du jour. Petit gibier de montagne, on n'en a pas, mais on en reparlera un petit peu plus tard sur d'autres massifs. Je pense que vous en avez aussi chez vous si vous chassez en montagne. Donc voilà, un grosso modo pour ma présentation. Donc voilà, je voulais en venir maintenant plus au biotope en lui-même. Donc là, donc sur la partie Vercors, nous on est plutôt sur du calcaire, des petits cailloux blancs, très difficiles, très roulants. Pas très stable, forêt de feuillus essentiellement, donc très difficile pour l'approche, beaucoup de feuilles, je pense que Enzo c'est un petit peu pareil chez vous. Oui, c'est pareil, exactement le même biotope. Donc, Et
on va dire moyenne montagne, et c'est pas le plus simple. On prend du dénivelé quand même. C'est pas parce qu'on commence de plus bas qu'on prend pas de dénivelé. assez Et rapidement. voilà. Ouais. Donc ça demande quand même une certaine forme physique. Ou alors pour ceux qui sont plutôt approches, moi je suis plutôt jeune, mais j'ai la chance d'être relativement patient, donc je suis plutôt affût. Euh, Repérer un petit peu les coulées, les passages. On se fait avoir une fois, deux fois, trois fois, et puis après on s'installe et puis on attend que ça passe. Et ce qui donne, ma foi, la chance à de très très belles rencontres, et puis parfois de prélever de très beaux animaux de montagne. Donc nous, pour revenir sur Clay, on a une petite équipe. On a de l'écho là. Attends, bouge pas. Marc, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, Il a de l'écho. c'est bon Il est ou au pas? fond des montagnes. C'est mieux. Ouais, c'est mieux que ça. Donc voilà, pour revenir sur notre chasse en Vercors, on est donc avec plusieurs membres de l'AICA. On a à peu près une douzaine d'archers qui nous ont fait rentrer et qui nous font confiance depuis bientôt 5 ans. On a la chance d'avoir des chevreuils à tirer pendant l'été. Maintenant en Isère, on a aussi des sangliers. Ouverture anticipée d'une semaine aussi. Et puis voilà, on a nos bracelets entre archers. Donc on est une douzaine d'archers. On a aussi bien deux mouflons, deux chamois et deux chevreuils à l'année. Donc on est vraiment gâtés de ce côté-là. Ok. Donc, On a quelques... vous commencez comme chez nous au 1er juin pour l'affût? Tout à fait. Ok. Ouais. Donc, vous faites Affût, approche sanglier, chevreuil? et renard s'il y en a. Ok, ouais, pareil. Ouais, pareil, nous aussi. Voilà, et puis après on attaque la saison. Souvent, l'ouverture générale est le deuxième week-end de septembre. Et nous, on a la chance d'attaquer le premier week-end de septembre. On a cette chance-là. Ouais, super. Marc, arrête de bricoler parce qu'on a de l'écho. On a de l'écho encore un petit peu. J'espère qu'il ne nous entend pas. Ah, ça a recoupé. Hein? Ok, attends. Il nous entend Non, pas. je suis là, moi. Ah, Ok. mais je crois qu'on a des problèmes d'écho. Hein. T'as des problèmes d'écho? Ouais, il y a encore un peu. On a encore un peu d'écho, effectivement. T'as encore d'écho ici ou pas? Ah voilà. Là, Ah, c'est c'est parfait, bon. nickel. Ah, Magnifique. Là, c'est super. Ouais. Ah, c'est parfait. Donc voilà. Est-ce que tu as de l'écho là? Non, c'est bon. Là, c'est bon, ça va. C'est bon? Tu peux continuer. Nickel. Donc après, voilà, pour la moyenne montagne, donc je sais qu'aussi, il y en a qui chassent sur les Vosges, dans le Jura, les Pyrénées aussi, vous avez des très belles montagnes. J'en passe, on a la chance en France d'avoir des montagnes un peu de partout, avec chacune leur spécialité, leur diversité selon les endroits, même un peu dans le sud aussi, au sud des Cévennes, je pense, plus sec, mais ça reste montagneux. J'ai chassé aussi notamment en Noisan, sur une commune où on est à une telle altitude que on n'a plus d'arbres, il n'y a plus de végétation. Pour aller se cacher des chamois, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Voilà, on limite avec le Savoie et l'Isère. Au fond de l'Oisan, c'est des superbes communes, extrêmement sauvages, mais très 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 compliquées à chasser. Surtout à l'arc. Voilà, tous ceux qui à l'arc, voilà, pour les approches très très difficiles sur les chamois, les zones de cache extrêmement compliquées aussi. C'est là où ça peut être intéressant de manœuvrer à 2, 3 archers, ça peut avoir beaucoup de plus-value en l'occurrence. Ouais, Et puis on a aussi des massifs. Hein. Tout à fait. Ouais. Et puis il faut, comme on dit, la connaissance du terrain. Hein. Ça changera pas. Hein.
puis on a d'autres massifs. Par exemple, je pense à la Chartreuse où j'ai eu aussi l'occasion de chasser, très verdoyant, monter assez haut en altitude, mais on a une végétation présente quasiment jusqu'au sommet. Et là, vous pouvez vous permettre de monter votre Tristan, des fois de vous cacher un petit peu derrière les arbres. C'est pas du tout les mêmes chasses, hein, ça reste de la montagne, mais c'est encore différent, hein, comme on dit, la diversité française. C'est super, il y a des biotopes Voilà. magnifiques. Ah oui. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent. Vas-y. Vas-y, Enzo. Non, je disais, à part ça, vous chassez le chamois à l'arc et à la carabine. Hein? Alors nous, là où je suis actuellement, on fait exclusivement à l'arc. On est, quand tu commences ta saison, tu te définis comme archer ou carabinier. Et les bracelets sont attitrés exclusivement à l'arc ou exclusivement au carabinier. Ok, super. Donc c'est un petit peu, c'est ce qui est intéressant, c'est que ça te, entre guillemets, ça t'oblige à maintenir un niveau à l'arc, que ce soit au niveau de l'entraînement et puis au niveau de l'assiduité, comparé à certaines communes. Alors je jette pas la pierre, hein, où on va sortir l'arc une fois l'été ou une fois ou deux dans la saison, et puis on va reprendre facilement la carabine, la facilité. C'est les goûts de chacun après, hein, bien sûr. Chacun voit midi à sa porte. Je peux comprendre que quand on a vu 40 fois les chamois dans l'année et puis qui vous sifflent au nez ou les mouflons qui vous passent à 40 mètres ou 50 mètres, au bout d'un moment que vous avez fait 1h30 de marche ou 2 heures de marche et puis qu'on peut juste les regarder, ça peut être un peu rageant pour certains. Comme je te comprends. Ah, j'ai vécu le cas cette année avec les chamois et c'était rageant. Ouais, tu as vu comment ça se passait. Alors, ça peut être rageant dans certains cas, mais en contrepartie, le prélèvement est tellement grandiose derrière qu'on prend plaisir, quoi. On prend plaisir. Ouais. Ah, ben c'est ça. C'est ça le défi je pense que chacun d'entre nous, c'est la persévérance. Tu vois? On fait énormément de sorties, énormément d'heures sur le territoire, tout ça. Déjà approcher le gibier, voir le gibier, c'est déjà super. Et après, si on a la chance de prélever sur un chameau ou un mouflon, n'importe quel type de gibier, alors que c'est simplement super, quoi. C'est simplement super, quoi. Et puis, j'ose pas imaginer les mouflons. Moi, je connais pas la chasse aux mouflons. C'est un rêve. Mais c'est énorme. Le mouflon, nous, alors la particularité, c'est qu'on en a, on va dire, dans les barres rocheuses, surtout pendant la belle période, couchés sous les pins, en petit effectif. Et dès que la neige arrive, ça a tendance à vachement descendre en forêt, voire très très bas sur les collines. Bon, ça reste forestier, mais ce qui permet de les chasser au début de saison avec les chamois, et plutôt sur janvier, février, d'arriver à les retrouver en forêt beaucoup plus bas, voire dans des secteurs où on peut trouver du chevreuil, par exemple. Donc, ça facilite certains qui ont la marche difficile, ça facilite pour certains. Alors, les comportements qu'on a observés, par contre, c'est qu'on avait de très beaux troupeaux, notamment en Chartreuse, 150, 200 mouflons durant l'été. Ensemble, c'était colossal. Et avec que ce soit la pression de chasse humaine ou le dérangement ou hélas les grands prédateurs, les comportements changent. Donc on a des plus petits groupes de 10, 15, 20 individus plus difficilement, et surtout extrêmement mobiles. Donc avec des agneaux extrêmement à l'affût. Leur mère, on n'en parle même pas. Hein. Vous avez toujours une femelle qui est en train de zioter à droite, à gauche, s'il y a quelqu'un qui arrive.
Et des fois, on a la chance que les béliers soient un petit peu plus absents. Donc, ça peut permettre des fois de prélever des béliers qui sont un petit peu plus à suivre un peu plus ce groupe. Bon, je pense que c'est un comportement qu'on retrouve un peu chez le chamois, hein. On a les femelles, les chevrets avec les petits, les éterlous, et les boucs un petit peu plus loin, un peu moins attentifs. On peut, enfin, pour moi, je pense que les mâles dans ces espèces-là ça peut être une faveur pour nous. C'est plus facile d'approcher un mâle ou deux que d'une chevrée, une chevrée, quoi. Attends juste une seconde. Il doit y avoir un de vous deux qui a soit le téléphone sur le groupe, qui a le volume, soit l'ordinateur à double. Parce qu'on entend parler Alors, attends. à notre appareil derrière. Normalement, non, je n'ai pas le téléphone. Enfin, je l'ai allumé, mais j'ai pas le son, moi, de mon côté. Ouais, pas de problème. C'est bon pour toi? Là, ça va pas mal. Ouais, mais moi le son est coupé, donc je peux pas. J'entendais comme s'il y avait un deuxième appareil qui, Oh, ouais. qui fait interférence. Ouais, non, mais moi je suis sur le téléphone, donc pour l'instant je suis pas. Je vais l'écarter au cas où. Enfin. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure, sur la haute montagne notamment, on parlait du petit gibier des hautes montagnes. Je ne sais pas si certains chassent à l'arc le petit gibier des hautes montagnes. Je pense au petit tétra, enfin tétralyre, lagopède, aux lièvres variables, etc. Alors, n'hésitez pas à nous répondre, hein, d'ailleurs, dans les commentaires, si jamais certains chassent le petit gibier dans ces prairies de haute montagne, dans les alpages ou les estives, comme on dit aussi dans les Pyrénées. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer si certains se lancent dans cette chasse extrêmement difficile du petit gibier de montagne à l'arc aussi. Pour ma part, déjà, c'est difficile sur le gros, imagine sur le petit. Ouais. Alors, je pensais notamment aux chiens d'arrêt sur le tétra ou le lagopède, peut-être, mais c'est des chasses extrêmement difficiles. D'ailleurs, je ne sais pas si Enzo ou Marc, vous avez eu l'occasion, vous, de chasser, par exemple, le cerf aussi, qui est une espèce assez emblématique maintenant des montagnes, moyenne montagne, haute montagne. Ouais, non, mais en moyenne montagne, moyenne montagne et montagne, j'ai pas chassé, donc j'ai pas eu l'occasion. Ouais, c'est plutôt sur. Ouais, Enzo non plus, cerf un peu. Non, jamais. Moi, Ah, ça coupe un peu. Attends. Mieux comme ça? Ouais. Non, pas mieux. Je disais, tu as eu l'occasion de chasser le cerf de ton côté? Oui, bien sûr. On chasse le cerf de notre côté, oui. Ok. Donc, pour ma part, moi, pas encore. Enfin, il était présent sur différentes zones où j'ai chassé, mais ouais, à l'arc, jamais pu, ne serait-ce que décocher ou avoir une proximité, enfin une mise en présence, comme on dit. Disons que chez nous aussi, les colliers pour le cerf ne sont pas donnés non plus, donc c'est pas évident de faire les approches sur le cerf en solitaire. Très difficile, ou même, je pense à enfin, nous, on faisait des battues, notamment en Oisan. On était à peu près une quinzaine de gars. Bon, il y avait des chiens souvent au milieu, beaucoup plus de carabiniers. C'est compliqué de chasser à l'arc dans ces conditions. Bon, après, il y a une part de réussite. J'ai eu l'opportunité cette année de chasser le cerf souvent en battue. J'ai eu plusieurs fois, je me suis trouvé plusieurs fois à 10 mètres. Malheureusement, à chaque fois, ce n'était pas le bon qu'on devait chasser. Donc, on devait tirer une biche ou un fond. Je suis tombé avec souvent avec des coiffés. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos. Notamment, j'avais un 16 corps à 10 mètres devant moi, accompagné d'un 12 corps. Mais les 7 corps avaient une patte cassée.
Et même comme ça, je ne pouvais pas le pêcher parce qu'on n'avait pas d'autorisation. Mais c'est juste incroyable. Juste incroyable. Ah oui, je pense, ouais, je pense. Si tout va bien cette année, moi je devrais être intégré une ACCA bien garnie en termes de grands cervidés. Je vous tiendrai au courant d'ici là. J'espère que ça sera faisable. Ouais, super. Voilà. Ouais, c'est pas trop loin, Bordeaux. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Ouais. Au niveau, alors, si vous voulez des petites anecdotes sur la commune où j'ai intégré, où on est plusieurs archers en hardcore. J'ai de l'écho là. Hein. Ah oui, on dirait qu'il y a quelque chose derrière un micro qui est ouvert. Un sifflement, ouais, un petit peu. Ouais, un peu mieux. Ouais, c'est bon. Ouais, alors, là, c'est mieux. Ouais. C'est un peu. Moi, je suis pas du tout. Hein, donc, mets des écouteurs, Marc. Tu seras moins embêté. Ah oui, c'est peut-être pour ça. Hein. Oui, pour vous faire une petite anecdote sur la chasse où nous sommes plusieurs archers. Donc, la première année où je prends ma carte, on attaque sur le chevreuil d'été. C'était mi-juillet. J'arrive sur place à 18h. Moi, c'était ma deuxième année de permis. Je me mets en place. 18h30, j'ai une chevrette qui me passe à 3 mètres. Bon, elle continue sa course. Je suis un petit peu la coulée. Je me mets en place derrière un arbre. 19h, je flèche mon premier brocard à 7 mètres. Retrouvé en moins de 100 mètres. Alors, ça m'a motivé pour la suite. Autant vous dire que derrière, j'étais... Voilà. Donc, après, ça m'a beaucoup motivé donc, à monter, surtout en début de saison, aller chercher les chamois dans les falaises, plus d'1 heure et demie de marche. Donc, on envoyait, on se faisait siffler très souvent. On entendait les cailloux rouler autour de nous. C'était compliqué. Les mouflons qui passaient dans la coulée à 60 mètres en dessous. On s'est fait avoir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, le début de saison était compliqué. Et après avoir fait 2 jours de chasse d'affilée, où je me suis fait avoir 3 fois sur la même coulée par le même troupeau de mouflons, le dimanche, je me suis levé à 3 heures, parti tout seul, monté de nuit à la frontale. Et bon, arrivé sur place, j'ai dû changer de t-shirt, hein, il faisait très très chaud pour monter. Je me suis posé donc dans une petite ravine sur cette coulée où j'avais vu passer ces mouflons. 8h, allez, 7h30, lever de jour, pointe du jour. On entend un peu les cailloux au loin rouler dans les montagnes, à droite, à gauche. 8h, encore des pierres à 100 mètres en face de moi. Et là, viennent se poser à 23 mètres la brebis avec son petit agneau devant. Donc, j'ai le temps d'armer. Moi, j'étais en position, j'attendais, la pine était posée. Bon, je n'avais pas tiré la femelle qui était suitée. Ça me faisait du mal de tirer le petit agneau. Il s'engage dans cette petite ravine, donc en contrebas de moi. Et à ce moment-là, où il démarre, il y a un joli bélier qui vient se caler là où ils étaient. Bah là, j'ai relevé la pine sur le bélier, j'ai décoché et ma foi, j'ai eu la chance de le retrouver à peu près à une centaine de mètres, malgré que la flèche avait traversé complètement la bête. Attrapé un petit bout de poumon, tout ce qui est digestion, ma foi, les intestins, et la flèche était arrêtée sur l'articulation arrière droite. Contre le fémur, donc la flèche entièrement en travers du mouflon, qui a fait à peu près une centaine de mètres. J'ai retrouvé, la deuxième flèche d'achèvement est passée sous la corne du mouflon, en lui coupant un bout d'oreille, je vous jure. Donc, complètement stressé, j'ai été chercher le couteau pour aller le piquer, ne voyant qu'il ne bougeait pas. Il a essayé de se relever, il s'est rafalé sur la flèche.
et il a rendu son dernier souffle avant que je puisse le piquer. Donc ça c'est entre guillemets bien fini, pas besoin de chien de sang. Et donc, pour vous montrer l'animal qui a été prélevé, donc c'est un mouflon qui est dans sa 6e année. J'en suis très 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 fier. À l'Arc, en secteur ouvert, je suis vraiment content de ce prélèvement. Ah, super. Que après il a fallu descendre Ça, c'est une autre histoire. avec l'émotion. Là c'est à rouler, c'est le mouflon qui m'a emmené dans la descente. Vu le poids qu'il faisait, c'est lui qui m'a emmené. C'est pas comme quoi. Mais ouais, pardon. Il faisait quoi comme poids? 42 kilos. Ah ben c'est déjà joli, hein. Ah ouais. Et puis bon, comme c'était mon premier mouflon, j'ai pas pris idée bien sûr de le vider tout de suite. Il faisait pas trop chaud, mais je suis descendu avec le mouflon complet, bien sûr, au lieu de le vider sur place. Mais bon voilà, la descente a été difficile, mais vraiment très 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 heureux d'avoir la chance de prélever cette bête-là. Ah ben. Et puis s'en est suivi l'année suivante. Ouais, ah bah y a rien de tel hein. Quand on débute la chasse, les premières années, faire des prélèvements à l'arc, c'est très encourageant. Et puis même pour ceux qui auraient attaqué même depuis quelques années, qui n'ont pas eu la chance de prélever, persistez hein, dans ce chemin, entraînez-vous, continuez à chasser. Un jour ou l'autre, ça va payer. Hein, ça va payer. Hein. Pour rester dans les anecdotes, quand j'étais en Noisan, j'ai connu un gars on va dire de métier, plusieurs dizaines d'années de chasse à la carabine, qui s'était mis à la chasse à l'arc, un homme du pays qui a jamais déménagé. Et le jour où il s'est mis à l'arc, il n'a pas prélevé pendant les 5 premières années, alors que c'était un gars du pays qui avait prélevé plusieurs fois à la carabine. Et bien, au bout de la 5e année, il a réussi, et puis maintenant, ça se passe très très bien. Mais voilà, pour dire, il y a une part de chance, il y a une part de métier, il y a beaucoup d'entraînement, et puis voilà, persistez si vous n'avez pas eu encore la chance de prélever, peu importe le gibier, hein, que ce soit un ragondin, un chevreuil, persistez, entraînez-vous, et puis un jour ou l'autre, ça payera. La persévérance, comme on dit. Il faut persévérer, il ne faut jamais abandonner. Carrément. Et puis, comme quoi, il y a, il y a encore, mais il y a toujours une part de chance, hein, parce que l'année suivante, encore en tir d'été, j'ai eu la chance de reprélever un brocard. Cette fois-là, j'ai dû appeler un chien de sang, hélas. Bon, il n'était pas très très loin, mais je me suis fait prendre par la nuit. Et quand on est arrivé, les sangliers s'étaient fait un joli festin avec, et puis les renards aussi. Mais et puis depuis là, voilà, ça fait 2 années. Bon, j'ai décoché, mais j'ai pas eu la chance de reprélever un grand gibier, à part quelques ragondins, mais ça ils sont à côté de la maison, c'est pas trop difficile. On a quelques commentaires que je te passe en direct. Donc redescendre l'animal et mort en montagne, c'est à ce moment où tu peux dire la question. Donc c'est les affaires qui commencent. Ça, c'est rien de le dire, ouais. C'est rien de le dire. La première fois que alors c'était à la carabine, mais la première fois que j'ai tué un chamois, j'ai eu la bonne idée de le tirer à 18h en plein mois de novembre. Le temps d'aller chercher le chamois, j'ai fait la descente à la frontale avec 35 kilos dans le dos. C'était sympa, ouais. Dans les pierriers en Noisan, là-bas, c'était effectivement appuyer sur la détente, c'est facile, ou lancer une flèche, c'est facile, mais la redescente en montagne, c'est quelque chose aussi. Ouais, on a des questions, des remarques plutôt. Le chamois à l'arc, c'est la plus dure parce que je connaisse. C'est une des plus dures, effectivement. Alors, ouais, effectivement, j'ai eu le regret, moi, cette année, en préouverture, donc début septembre, je suis monté sur un affût dans les falaises. Alors, en Isère, il faut savoir qu'on a 3 classes d'âge. Le cabri, l'éterlou, même 4. On a le classe 2 qui est un chamois de donc 2 ans jusqu'à ses 9 ans.
Et vous avez le fameux classe 3, la 4e catégorie même, le fameux classe 3 qui est de plus de 10 ans. Autant dire un vieux bouc ou une vieille chèvre qui est très difficile à trouver. Et on avait un bracelet de classe 3 à l'arc ou un éterlou. Donc j'étais sur mon affût au tout début de saison. J'ai une vieille chèvre qui m'arrive, une chèvre de quelques années avec son cabri, pas d'éterlou en vue. Pendant très longtemps, j'ai observé la vieille chèvre. Elle n'avait pas de petits, assurément. Elle menait les deux autres. Ils sont restés 15 minutes à portée d'arc. J'ai eu le temps d'armer sous tous les angles, tous les profils. Je n'ai pas décoché dans le doute. C'était une vieille chèvre, mais je ne savais pas si elle avait plus de 10 ans et j'ai préféré m'abstenir. Et ça fait partie des actes de chasse. Hein. Certains oublient. Des fois, on tente, j'aime pas trop ce terme, mais on tente des tirs un peu hasardeux parfois et on peut s'en mordre les doigts. Ça c'est quand on a connu l'attente du chien de sang jusqu'au lendemain, par exemple. C'est toujours triste d'avoir le doute, de tenter un tir. C'est toujours, ça peut être triste hein, parfois. Et là, en l'occurrence, j'ai préféré m'abstenir. Je me suis dit, si je fléchais une vieille chèvre et qu'elle avait une flèche de 8, une chèvre de 8 ans que je la descendais et que j'avais pas le bon bracelet. Enfin bref, voilà. Vous avez compris, on est un peu maso. on monte à 1600 d'altitude. On fait un affût de 3 heures. On voit la chèvre à portée de tir. On a le temps d'armer, mais des fois, faut savoir s'abstenir quand même. Savoir s'abstenir. Ça fait partie de la chasse, ça fait partie de notre mode de chasse. Savoir aussi s'abstenir. Des fois, voilà, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Moi, le premier, je te dis, sincèrement, des fois, tu es là, tu as fait des heures d'attente, tout ça, et puis ton gibier, il ne se présente pas bien, tout ça. Vaut mieux s'abstenir que faire une mauvaise flèche et puis après regretter, quoi. Non, c'est vrai que c'est pas évident. Carrément, ouais. Tu as une super question, Enzo, si tu la vois. Laquelle? Celle de Nico GL. Non, pardon, Nicolas Leroy. Voilà, celle-là, ouais. En quoi l'équipement diffère? C'est vrai que c'est très important, ouais, effectivement. Et ben moi, personnellement, sur le secteur où je suis, chaussures de montagne, c'est indispensable. Des fois, il y a les crampons pour l'herbe, les petits crampons en plein été, hein, des petits crampons, et en hiver, c'est des gros crampons de plusieurs centimètres, si vous voulez passer à certains endroits. Le sac à dos, vous avez intérêt de prévoir de la corde, que ce soit pour tirer votre gibier ou des fois pour assurer un petit rappel pour aller chercher une bête. J'ai des exemples, alors plutôt des carabiniers, mais des mouflons qui sont tirés dans la falaise, tombés à des rochers, à s'accrocher dans un sapin en plein milieu de la falaise pour faire une descente à rappel derrière. Autre chose, vous partez avec quand même pas mal de matériel, vous avez de la marche, du dénivelé, donc assez physique. Ce qui peut être intéressant, c'est après de minimiser son poids. Donc, je sais que par exemple, moi, j'utilise un petit couteau de chez Whale Steer. Je pense que beaucoup connaissent cette marque, qui fait 42 grammes. C'est un tout petit couteau qui me sert éventuellement en cas de prélèvement à vider la bête, passer la bague, avoir des petits couteaux. On va pas se trimballer avec la grosse dague pour piquer, le petit opinel pour le casse-croûte. Voilà. Donc, il y a la notion du matériel qui est assez importante. Autre chose, un chevreuil, on peut le porter à l'épaule, éventuellement un chameau aussi. Un mouflon, c'est déjà plus compliqué. Donc, si vous avez la chance d'avoir un sac, alors, sans citer trop de marques, moi, j'utilise un Soloniac pour pouvoir ranger le gibier dedans. Mais il y a plein d'autres marques. Il y a Marcor, notamment, qui est très connu aussi, qui vous garantissent d'avoir votre matériel à la journée. Alors, je sais que moi, j'emmène beaucoup à boire parce qu'il y a des endroits où vous n'avez pas d'eau, à manger parce que je me vois mal monter, redescendre pour bouffer et remonter.
Donc souvent, vous faites des expéditions à la journée et dans certains coins, on part même sur 2 jours. Alors, il faut prévoir le hamac pour pouvoir dormir entre deux sapins ou deux arbres pour éviter la remontée, la redescente. Ou si vous habitez même un peu loin de votre... alors ça dépend de votre géographie, mais si vous partez déjà à 3 heures du matin, vous arrivez à 4 heures sur votre ACCA, vous prenez les bracelets, vous mettez l'équipement, vous partez à 5 heures, 1h30 de marche, vous arrivez, c'est 6h30. Bon, vous êtes juste, voilà, vous avez déjà bouffé 3 heures pour votre trajet, pour être à l'affût au lever du jour. Donc des fois, Qu'est-ce on que est tu obligé de utilises dormir sur comme place. matériel concrètement? Moi, dans mon sac, souvent, j'ai donc mon petit couteau que je mets autour du cou, comme je dis, pour dépecer, éventuellement pour couper un bout de sauce si besoin, mais plutôt pour dépecer. Moi, je mets une corde longue pour faire un rappel, une corde un peu plus courte avec un mousse-coton ou deux pour traîner l'animal, un casse-croûte pour manger, bien sûr. Un t-shirt, ah oui, le t-shirt de rechange, indispensable quand tu tapes la montée, que tu as transpiré, que tu veux te faire un affût d'1 heure et qu'il fait bien froid en altitude, tu as intérêt de changer de t-shirt. Donc un t-shirt de rechange. En général, je mets une polaire, voire une deuxième. Je les mets dans le sac en montant et arrivé sur place, je mets la première polaire et quand ça fait vraiment froid, la deuxième polaire. Les jumelles, bien sûr. Alors, les jumelles, moi, je prends des modèles. J'ai un 10-42 notamment et une plus petite, une 12-32. La 12-32, c'est une petite pour regarder dans le bois et la 10-42 plutôt sur les espaces découverts, plutôt à longue distance. Différencier notamment les chamois. Voilà, essentiellement, ouais, je dirais l'indispensable, c'est le t-shirt de rechange parce que vraiment la transpiration quand vous êtes en haut et qu'il y a le petit courant d'air froid en altitude, c'est exécrable. C'est clair. Et tu utilises des t-shirts normales, des t-shirts antitranspirants. Tu as une marque Ah, préférée comme Solognac, alors, le modèle. moi, je suis un petit peu. Oui, vas-y, Marc. Ouais, je me suis dit, Enzo m'a un peu enlevé la question. Je voulais simplement savoir quel style de camo tu utilisais en montagne par rapport au Ok, comment tu te fonds à la nature. Parce que nous, c'est vrai qu'on chasse en ok. plaine. Alors, je pense qu'en montagne, c'est pas forcément les mêmes habillements. Alors, bah moi, j'ai travaillé un peu chez Decat, donc bah, c'est vrai que je suis pas mal équipé chez eux. Il y a beaucoup de marques qui font du très bon matériel. Il y en a pour tous les bourses, tous les prix. Sincèrement, il faut pas chercher très très loin. Si vous êtes sur de la partie rocailleuse, où il n'y a pas beaucoup de végétation, le Realtree, le classique Realtree va très très bien. Vous avez aussi ce qui est armée américaine, les camos un petit peu pixelisés de la marine, assez clairs, qui se font très très bien sur la pierre, tout ce qui est pierre. Après, en végétation, bon, on reste sur des choses assez classiques du Realtree. Et vous avez aussi la petite différence. Moi, j'ai récupéré auprès de l'armée française. C'est une surveste imperméable blanche. L'idée, c'est que bah, souvent, tu as les jambes qui sont en marron, voire en partie dans la neige, et la partie supérieure en blanc. Ce qui casse complètement la silhouette d'avoir vraiment séparé la partie haute du corps de la partie basse en termes de couleur. Alors ça, c'est vraiment valable quand tu chasses à la neige, chose qui est pas tous les jours non plus, mais pour chasser à la neige. Pantalon imperméable, l'armée française a des très bons équipements, hein, que ce soit en matière de chaussures, de pantalons. On a des très très bons équipements. Donc pareil, je m'équipe aussi pas mal aux côtés de l'armée française. Voilà, au niveau camo, comme je disais, il y a le pixel américain qui est pas mal, marine. Le Realtree sur le caillou, ça rend. Si je retrouve mes photos, je vous les mettrai en ligne. C'est le Realtree sur le caillou, ça va très bien. Ok, super. Attends, j'ai une longue question. Donc, Celle que tu as affichée, Enzo? Celle que j'ai affichée, oui.
Des conseils sur le chamois, c'est, enfin, on en revient souvent au même, c'est la connaissance du terrain. Si c'est des passages très escarpés, assurément, il y a des passages où, on va dire un peu plus marqués que d'autres, dû au vallon accident. Enfin, moi, je pense souvent à l'exemple des coulées d'avalanche, les vallons d'avalanche ou des cours d'eau. Là-dedans, ça peut vous faire jouer sur l'effet de surprise. Quand vous arrivez d'un vallon à l'autre, j'ai du mal avec la caméra, voilà. Quand vous arrivez sur un vallon, le fait d'avoir le vallon suivant, vous pouvez jouer sur cet effet de surprise. Et comme on disait, il y a certaines coulées qui sont plus faciles pour le chamois ou même le mouflon, hein, mais ils vont avoir plus de facilité. Vous allez vous faire avoir une fois, deux fois, et quand vous allez repérer les coulées les plus fréquentées, en utilisant les coulées d'avalanche ou des cours d'eau, ça peut vous aider. Alors, ça dépend. Si on est en haute montagne, faut arriver très très tôt, avant le lever du jour. Surtout le chamois, arriver par-dessus. On sait que le chamois aura souvent tendance à observer vers le bas de la montagne. Son point fort, c'est que si vous repère, il met un coup de cul et puis il vous met 1000 mètres de dénivelé dans les dents. Donc, il faut arriver avant le lever du jour au-dessus des secteurs à chamois. Ça vous permettra de les yeuter largement. Contrairement à pas mal d'espèces, ça bouge en journée, le chamois. Pendant la matinée, sur l'après-midi. Donc, si vous arrivez d'au-dessus, il suffit qu'il y ait un danger, un randonneur qui est en dessous, un prédateur, un caillou qui tombe, ça peut les faire remonter, ça vous vient droit dessus. Donc, si vous êtes derrière un gros caillou, vous êtes au-dessus d'eux, il y a déjà des chances de tir. Hein. Il y a déjà des chances de tir. Après, je comprends que les approches dans des secteurs raides, après, ça sera votre connaissance du terrain qui vous permettra de jouer de leur sens. Hein. Je dirais le conseil principal, voilà, c'est soit utiliser les combes qui vous permettent de ne pas être vu à longue distance, ou vraiment partir très tôt de nuit, connaître son chemin et passer au-dessus des secteurs à chamois pour avoir le luxe de les observer d'au-dessus et qu'ils seront beaucoup moins méfiants. Ah ben ça c'est notre copain, hein. Nico. Et Nico, salut. Alors c'était pas ça que je voulais mettre comme question, c'était celle-là. Voilà, en montagne, à quelle distance tires-tu habituellement de grand gibier? Sur le mouflon que j'ai prélevé, je le tire à 23 mètres. Sur la chèvre que j'avais en potentiel à tirer, là, je l'avais entre 10 et 15 mètres là, en début de saison. Hein. C'est ce qu'on disait, c'est ce qui est un peu rageant, c'est que des fois on va faire des très belles ascensions, on va être en place en avance. Et manque de peau, ça va vous passer à 60 mètres, 70 mètres, parce que des fois en montagne c'est un peu plus dégagé et vous arrivez à voir les animaux, vous n'êtes pas loin, mais c'est pas une distance à l'arc. Alors, y en a qui vous diront que 35 ou 40 mètres ça peut se faire, hein, bien sûr, mais concrètement, même sur des secteurs très difficiles, on peut prélever des grands gibiers de montagne à des distances tout à fait raisonnables, hein, à des 10 mètres, 15 mètres. Faut vraiment connaître son terrain, alors peut-être plus qu'en plaine, et se jouer des aléas du terrain accidenté. Alors, je conviens, hein, c'est vraiment pas simple. Hein. Mais il y avait, il y a 4-5 ans, quand j'ai attaqué la chasse à l'arc, il y avait une très belle émission sur Seasons, où on pouvait observer un chasseur à l'arc derrière un énorme rocher, et le caméra le filmait de loin. Et les mouflons descendaient dans la coulée à toute berzingue. Il y avait 15 mouflons les uns derrière les autres qui lui passaient à 3-4 mètres. Le gars était armé, il les a entendus arriver. Si vous connaissez votre secteur, vous avez quelques points stratégiques. Alors, comme on dit, hein, il y a une part de chance aussi dedans. Un jour ou l'autre, ça payera. Hein. Moi, mon mouflon, je les ai vus passer 5 ou 6 fois. Ils m'ont fait la nique, un coup au-dessus, un coup en dessous. J'ai repéré les 3-4 poulets séparés à 50 mètres l'une de l'autre.
je me suis mis au milieu. Et puis, le jour où j'y suis allé très, très tôt, j'ai eu la chance. Ils sont tombés, ils sont venus par une de ces 3 coulées très fréquentées. Alors, oui, après, ça fait lever tôt. Hein. Il y a des fois où. La chasse, c'est aussi ça. J'ai une question. Est-ce que les mouflons utilisent les mêmes coulées que les chamois? Alors, oui et non. Comme je disais, alors sur mon territoire où on est, oui, en début de saison, c'est en fait, on a une partie falaise et au pied de la falaise, c'est des grandes forêts de feuillus, très en pente. Il y a pas beaucoup de chemin. Les chamois et les mouflons naviguent entre la falaise et la partie boisée où ils viennent manger, se reposer. En début de saison, on les trouve ensemble. Les chamois auraient tendance à longer la falaise, vraiment limite falaise et verdure. Les mouflons se mettraient peut-être à 15, 20, 30, allez, 50 mètres un petit peu dans le bois pour naviguer en travers. Par contre, arrivé la fin de saison, dès que la neige arrive surtout, c'est quand il y a la neige, les chamois descendent, mais alors les mouflons, vraiment, et là, c'est plus les mêmes secteurs. C'est pas tout à fait, c'est pas les mêmes habitudes non plus. Le mouflon va vraiment rester comme le sanglier sur un travers, la simplicité, zone boisée, on se déplace en troupe, les uns derrière les autres. Pour moi, je compare au sanglier. Que le chamois sera plus en nuages, dispersés, 5, 6, les uns à côté des autres, sur un promontoire à observer et à éclater le groupe très facilement. Enfin, nous, le mouflon, on en démarre un, c'est la queue leu-leu, et c'est un rail. Hein. Ils se suivent tous les uns derrière les autres dans les mêmes coulées, et ça fonce et ça prend le travers. Tandis que le chamois, ça va éclater, il y en a un qui va monter à droite, il y en a un qui va monter à gauche, ça prend les cailloux. Donc, oui et non, moi je dirais non dans le sens où c'est le comportement qui va changer suite au dérangement. Bon, après, c'est jamais une science exacte, hein, parce que c'est vrai que les gibiers, voilà. Bon, après, je dirais l'avantage du mouflon par rapport au chamois, c'est que voilà, nous, on a cette chance qu'ils descendent presque dans des zones où on trouve du chevreuil, donc il y a du bois, il y a du pré. C'est plus accessible pour nous, et puis surtout, on va pas se casser les jambes dans les falaises avec de la neige, du verglas ou ce genre de choses pour aller chercher un chamois et se foutre en l'air. Marc, tu avais une question? Non, je vois pas d'autres questions. Et puis j'ai du mal de connexion j'ai du mal de connexion moi, pour avoir les questions. Donc j'essaye de les voir en même temps. Ouais. Moi, j'ai une question, Mario. Qu'est-ce que tu utilises comme arc, comme flèche et des lames? Ok. Eh ben, jusqu'à présent, j'ai un Diamond Outlaw, un poulie. Depuis jusqu'à encore très récemment, je chassais à 57 livres, ce qui a permis pour certains qui disent que le mouflon porte bien la balle, notamment, je peux vous dire que même avec 57 livres, ça traverse aisément. Par contre, je tire un peu, enfin, habituellement, je tirais de léger, je favorisais la vitesse. J'avais des flèches de 25 grammes, je m'en suis rendu compte actuellement. Et alors, attendez, parce que j'ai un collègue qui m'écrit. C'est vraiment quelque chose. C'est un peu léger. Je pense que là, avec le confinement, j'ai refait mes poids de flèche. Je suis monté à 62 livres. Je vais essayer d'atteindre plutôt des 30-32 grammes de flèche pour le poulie. J'ai toujours une belle vitesse, mais avoir un petit peu plus de poids. Et en termes de lame, j'utilise les mêmes Kenzo, à savoir les Slick Trick en Magnum, 125 grains. Et bah, pour le moment, j'en étais très satisfait. Sur chevreuil, ça fait pas des énormes trous, mais bah, ce qu'il faut. La flèche ne change pas de trajectoire. Enfin, les deux chevreuils que j'ai tirés, je les tire un à 7 mètres, l'autre à 8 mètres. Donc, bon, à cette distance, ça change rien. J'aimerais bien passer sur des bilames. Pour question de pénétration, il paraît que sur les poulies, ça vole bien.
Et surtout, là, j'ai acquis, je suis en train de passer dans la secte des traditionnels. Voilà, là, Je me suis fait faire une. Là, tu es dans le domaine de marque. Ouais, je me suis fait faire une corde sur mesure chez Rob Beau, pour ceux qui connaissent. Ouais. Je tire. Alors, moi, j'ai pas une grosse allonge, je suis à 27 pouces. J'ai 55 livres sur le recurve que j'ai acheté. Mais pour le moment, j'ai pas encore chassé avec. Là, je vais profiter du confinement pour prendre des bonnes habitudes. Si tout va... Et d'ailleurs, il va y avoir une vidéo bientôt. Grand gibier avec les cordes flamandes. Ah bah, voilà, on est en plein dedans. Donc, moi, j'ai découvert le tir à l'arc il y a quelques années, mais vraiment en loisir avec un petit recurve des années 70, qui était fait par Browning d'ailleurs à l'époque, qui faisait encore des arcs monoblocs. Et j'avais abandonné donc le tradi parce que j'avais pas toute la technique et j'étais passé au poulie pour surtout avoir la chance de prélever à l'arc et pas me démotiver. Maintenant que j'ai eu la chance de prélever, je retourne aux premiers amours, au traditionnel. Et puis, si tout va bien, l'année prochaine, j'espère bien le sortir au chevreuil, au chamois, au mouflon, peut-être même au cerf, à voir. Eh ben, t'as du courage parce que moi, ça fait 10 ans que j'ai des tradis et sincèrement, je n'ose pas chasser le grand gibier avec. Je suis trop mauvais. Je suis trop mauvais. Sincèrement, même pour le chevreuil, je n'oserais pas tirer une flèche pour un chevreuil traditionnel. Je ne suis pas. C'est pas mon domaine. Je suis un acheté poli. Après, je parle sous le contrôle de Marc, mais je pense que au départ, c'est un peu difficile que ce soit tes setups de flèches ou ta corde ou ton arc en lui-même. Mais si tu dégrossis, enfin, si on part sur de bons réglages, je pense que avec entre guillemets un minimum d'entraînement, tu arrives à avoir des résultats rapidement. Et quand tu vois notamment, enfin moi je sais que le peu de flèches que j'ai envoyé là déjà au tradi, je suis content, je vois qu'à 10 mètres, 12 mètres, il y a déjà un début de groupement. Et quand je vois que mes deux chevreuils, je les tire à moins de 10 mètres, les possibilités de tir sont déjà là en fait. Si tu vois faire. Tout à fait. On a un nouveau écho. Ouais, bah oui. Moi, hein. Donc, c'est vrai que c'est pas moi. Le tradi, c'est vrai qu'à courte distance, c'est un calibre 12. Donc, c'est très rapide, c'est instinctif, et ça va très bien. C'est vrai que comparé au poulie, qui pour moi est une carabine, et pour les tirs beaucoup plus appliqués, comme on dit, et plus précis. Mais si tu travailles avec un tradi à 10 mètres, 10, 12 mètres, en t'entraînant régulièrement, tu arriveras à faire des super tirs. Exactement, ouais. Alors c'est vrai que les emplois du temps de chacun ne permettent pas de s'entraîner peut-être tous les jours, mais je pense que si vous prenez le temps pendant quelques semaines d'acquérir une bonne base au traditionnel, acquérir un bon geste, après, je pense que c'est comme le vélo, comme le ski. Si vous prenez un bon niveau au départ, l'entretien derrière sera plus simple et vous n'aurez pas besoin de tirer une fois le midi, une fois le matin, une fois le soir. Voilà. Si vous partez bon réglage, et surtout bonne base au niveau de votre mouvement, voilà, vous acquérez de la confiance dans votre arc, dans votre geste, dans votre tir. Et derrière, même si on s'entraîne peut-être un jour sur 2, sur 3, je pense qu'en ayant des bonnes bases, voilà, des bons réglages, on reste confiant. On reste confiant et même au traditionnel. Tout à fait. Oui, c'est ce qu'il faut. Si on n'est pas confiant au traditionnel, il faut rester au poulie. Il faut garder l'arc. Voilà. De toute façon, on a tellement de confiance.
Parce que si on doit avoir un doute en décrochant une flèche, c'est pas la peine. Ça. Ouais, non, mais S'il y a un doute, il y a souvent moi, ce qu'on m'avait répété, c'est s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça veut dire on ne tire pas, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai ce que dit Marc, c'est qu'il y a même des moments où on a des très belles occasions qui se présentent pas souvent. Et au moment où vous allez armer, vous allez arriver au point d'ancrage, et ben vous prenez le doute. C'est souvent préférable de s'abstenir parce que avec le moindre doute qui vous traverse la tête, c'est souvent là où on fait des erreurs. Ouais. Alors, j'ai une question. Arrête, mon cher, arrête. Laisse-moi faire. Ouais. Et bien dressé, Enzo. J'ai mon qui veut pas discuter, tu vois. J'ai une question il y a une question de Nicolas. Alors, pour répondre à Nico, d'un point de vue physique, les 57 livres, sans vouloir, en étant modeste, j'ai tiré à l'époque vraiment aisément, et c'était un choix de moi de rester à 57, justement pour le jour venu, être capable d'armer mon arc malgré le froid, ce qui peut effectivement faire changer un petit peu la puissance d'un poulie. Même 62 actuellement, ça m'a pris un peu de temps, mais avec le confinement, on a le temps de reprendre la forme physique. Ce qui me permet pas d'aller plus haut actuellement, c'est simplement mon arc. Et c'est ce que je regrette sur mon poulie, c'est que j'aurais aimé prendre une plage jusqu'à 70 livres. Donc actuellement, je tire 62 et je les passe aisément maintenant. Mais si je pourrais tirer plus. Après, c'est un choix délibéré de maîtriser pleinement son arc. Voilà. Ouais, C'est mieux comme ça. Je pense que tu as raison. Et je pense qu'il y en a qu'on doit pouvoir le tirer les muscles froids. Le problème, c'est que quand on tire sur les entraînements, on a les muscles chauds, on s'échauffe, on peut tirer de grosses puissances. On oublie souvent que sur des affûts ou dans des climats froids, souvent on décoche une flèche avec des muscles froids. Et c'est là où on risque justement les claquages et les blessures. Donc des fois, il faut savoir prendre un peu moins de puissance. Tout à fait, tout à fait. Alors après, moi, ce que je fais aussi, c'est que, étant un peu client de l'affût et passer de longues heures justement à pas bouger, même quand il fait pas très froid, vous prenez vite froid. Comme je pense que beaucoup d'entre nous on le fait, quand on arrive à un poste, on repère ses coulées, où est-ce que je peux tirer, où est-ce que je peux pas tirer. Eh bien, au bout d'une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie d'attente, quand vous avez bien froid, régulièrement, j'arme mon poulie. Je me dis, si la bête arrive par telle coulée, à quel moment je peux tirer? Quelle distance j'ai? Alors, encore mieux si vous avez un télémètre, hein, bien sûr. Là-bas, je peux tirer, là-bas, je peux pas tirer, et garder ma visée et suivre la coulée avec ma visée. Ça permet un petit peu de garder tes muscles chauds, pas avoir trop froid pour toi. Et surtout, en faisant ton film, quand ta bête va arriver, admettons qu'elle arrive par la coulée où tu t'es chauffé, et tu auras déjà le film dans ta tête et ça se fera naturellement. Et justement, le doute ne sera pas installé. Tu vas pas te dire, oh putain, j'ai un mouflon qui arrive ici. Tu t'es fait le film dans ta tête, tu t'es chauffé. Donc, alors après, faire très attention, ça reste comme les armes à feu. Au niveau sécurité, on va pas armer quand on est, je pense notamment en plaine ou quand on chasse avec des collègues à proximité. On va pas aller armer son arc et viser pas trop loin du collègue ou ce genre de choses. Mais je sais que voilà. Mais moi, je sais que le fait de se faire le film, je sais pas, toutes les demi-heures, toutes les 20 minutes, ça trompe un peu l'ennui aussi, hein. Sur les longs affûts, des fois, ça fait pas de mal. Tu armes ton arc, tu te fais ton film, tu suis ta coulée, je sais pas, de 25 mètres jusqu'à 15 mètres, tu suis ta coulée, et puis voilà, ça te permet aussi de rester chaud. Hein. C'est clair. Mais le gros problème maintenant des affûts, c'est ça. C'est le gros problème. C'est vrai, ouais. C'est vrai, ouais. Moi, on arrive. J'ai eu le cas cette année plusieurs fois
des personnes qui étaient en train de parler sur son téléphone alors que le sanglier ou le cheval le passaient à côté. Ça m'est arrivé l'année passée quand j'ai perdu une de mes chiennes. J'avais levé des sangliers, puis les sangliers sont passés en direction d'un archer. J'avais posté. Et puis l'archer était assis sur son téléphone. Alors que le sanglier leur sautait devant. Et puis ça, il s'est pris un savon. Hein. Il s'est pris un sacré savon. C'est vrai que. Moi, j'ai eu l'expérience du portable sur vibreur, sur une approche, mais à 50 mètres, ils ont capté la vibration du portable. Donc les portables, moi, ils sont éteints. Je les ai en sécurité, mais il est éteint. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Même si tu enlèves le ton, ils entendent. C'est vrai que maintenant, tu as même les modes sans vibreur, sans sonnerie aussi. Ça peut être une solution. C'est vrai que c'est pas toujours simple, mais faut pas se laisser dissiper par le téléphone, hein, surtout sur des longs affûts. Après aussi, il y a. Hein? Mais surtout quand tu te lèves à 3 h du matin, que tu vas faire ton affût en montagne, et tu as marché 3 heures, et tu es sur ton téléphone, et au bout d'une journée, tu loupes ton gibier à cause de ça. Et puis, moi j'aime bien, c'est que souvent quand tu te mets à la place du gibier en lui-même, toi peut-être, ça va te prendre quoi, une journée d'aller chasser ou tu as ta demi-journée, tu vas faire vibrer, tu vas perdre ton occasion de tir. En se mettant à la place du gibier, lui, il faut savoir que le moindre bruit suspect, c'est sa vie qui est en jeu. Et lui, il a le temps, hein. Il n'est pas à 10 minutes près ou à une journée près. Et quand tu te mets à sa place, c'est là où, enfin moi, je sais que c'est ce qui m'aide à patienter. C'est que je me dis, lui, le gibier, il a le temps. Et c'est sa vie qui est en jeu. Donc, toi, parce que ton portable a sonné pour voir si un tel t'a écrit un message, au final, le gibier, il a déjà gagné alors que tu l'as pas encore vu, quoi. Donc, si tu veux te confronter. Et je pense que voilà. le meilleur maître pour les approches, c'est le chat. Si tu observes un chat, tu vois, il ne se laisse pas distraire. Il reste sur son approche et il reste vraiment prédateur. Et pour moi, c'est un très bon exemple. Exactement. Voilà. Et comme on disait, le fait ne serait-ce que d'avoir ton vibreur, c'est déjà une distraction parce que, comme on disait, hein, t'as armé ton tradi, t'as fait tes 2 heures de marche, t'as l'animal en face de toi, et puis ton téléphone vibre, le doute s'installe, tu lâches pas ta flèche. Faut arriver à se mettre ça en tête, et puis même pour soi, moi je sais que je suis quand même pas mal sur le téléphone, se dire que ma journée de chasse, je vais pas toucher mon téléphone ou pas toucher mon téléphone et m'immerger complètement dans ma chasse. Ce qui des fois, quand on est t'es un peu scruté sur ton écran comme ça, et puis tu lèves pas les yeux, et puis à 100 mètres, t'as un brocard qui est en train de passer. Enfin, t'as vite fait de te faire distraire là où. Ouais, t'as vite fait de te faire distraire où l'animal, lui, il a sauvé sa peau, quoi. C'est tout à fait ça. Ouais. On oublie la prédation. Mais je pense que c'est ce qu'on venait de dire, que même les ondes émises par le téléphone ont un impact. Moi, à titre personnel, je pense pas. Hein. À titre personnel, dans le sens où les ondes. Ouais, moi je pense pas que les ondes de téléphone perturbent le gibier. Dans le monde actuel, ouais, donc. Parce que non, parce que pour plusieurs raisons. La première, si tu prends les sangliers ou d'autres espèces, tu as beaucoup d'animaux qui vont se réfugier dans les coupes de bois sous les lignes électriques. Ouais. Qui émettent beaucoup de champs magnétiques. Je travaillais chez EDF, donc je peux vous en parler. Là, tu vois, par exemple, ce matin, j'étais sur une visite de turbine d'une centrale hydraulique.
Pour contrôler le métal, on fait passer des champs magnétiques qui sont, pour donner un ordre d'idée, ça c'est 2 kilowatts à peu près. Moi ce matin j'en avais 13 000 à moins de 50 cm. En soi, on ne sait pas ce que ça fait sur la santé. Hein. Peut-être que demain j'aurai un cancer de la prostate, j'en sais rien. Mais je ne pense pas que sur les animaux ça influe tellement. Tu verrais derrière des postes électriques EDF, où c'est un peu perdu, en montagne notamment, tu as énormément de souilles, de remises, d'animaux qui viennent se mettre, alors qu'il y a des ondes électromagnétiques énormément. Oui, et on le voit bien aussi sous les lignes haute tension. Pourtant, on les entend, oui. Et le gibier n'est pas gêné. Oui. Ah oui, oui. Ça n'a pas l'air de... Enfin, c'est intégré, je pense. Hein. Ouais. Donc, voilà, je pense que qu'il y a encore des questions. On va faire un petit peu le tour pour voir s'il y a des questions. Je regardais les questions à peu près, tu nous as fait passer les plus pertinentes. Ouais. Donc, je pense qu'on va terminer. Ça fait quand même 1h05, on n'a pas vu le temps passer, tu vois. Ouais, mais c'était très super. Donc, ce qu'on va faire, je vais te remercier, Mario, d'être venu avec nous dans ce live, de nous avoir fait partager ta passion pour la chasse à la montagne. Et on se verra bientôt de toute façon. Donc, oui, tout à fait, ouais. Sur le terrain. Donc, voilà. Notamment, ouais. Non, c'était très intéressant. Puis, donc, je crois qu'il y en a encore une. C'est pour ça. Sur sécurité. Alors, une question de sécurité. Alors, ouais. Dernière question, allez. Question de sécurité. Si on affiche affranchi, comment l'on fait sortie? Alors, sécurité, ça dépend de ce qu'on entend. Ouais, c'est assez vaste. Hein. C'est un peu fou. Nous, je sais que souvent au niveau camo, une époque, on avait les petits brassards orange. On a trouvé ça un peu léger. Donc souvent, on le couple avec un chapeau orange. Pour rester sur le côté fluo, la majorité du temps, je suis en chasse individuelle. S'il y a d'autres archers, on n'est pas sur le même secteur de manière générale. Que ce soit au niveau des affûts perchés, alors bien que j'en fasse pas beaucoup, baudrier, hein, il faut s'accrocher systématiquement. Ouais, ça, et puis en montagne, ça recoupe même avec des gens qui font de la randonnée ou un peu d'escalade. Bon, les crampons, c'est possible si on a un doute. Les crampons pour l'herbe ou les crampons pour sur l'itinéraire, ouais, toujours, parce que dans le sens où nous, il y a les carabiniers qui sont pas mal présents sur notre secteur Chamonix-Mouflon. Pas des secteurs. Et quand on part le matin avec les bagues, on marque sur un cahier où on est présent. On avertit le président par mail la veille ou le jour même du secteur chassé. Voilà. Au niveau. Bon, après, ça m'est arrivé des fois d'être sur un secteur officiellement seul à l'approche au chamois, et très très haut en altitude, et me retrouver à croiser plusieurs carabiniers venir chercher leur mouflon, leur chamois, et de ne pas avoir vu de mail passer ou par écrit le matin en allant chercher des bagues. Alors après, la chance qu'on a, c'est que je pense qu'on est assez discret côté archer, et souvent j'ai eu la chance de les voir arriver bien avant qu'il y ait le moindre doute ou quoi que ce soit. Mais c'est l'affaire de tout le monde, hein, la sécurité. On a beau faire toutes les précautions qu'on veut, il y a les personnes extérieures, il y a soi. Donc voilà, moi je sais que nous, il y a par mail, le président est au courant de toutes les personnes sur le territoire, carabiniers et archers. Après, on a aussi
on a la chance d'avoir un peu d'échange avec les chefs d'équipe, différents chefs d'équipe, et des fois on se passe même un petit coup de fil quand on a repéré un chamois en particulier ou un mouflon qui nous intéresse ou un secteur, on passe un coup de fil aussi. Voilà. Et je ferai une petite parenthèse pour toutes vos sorties, surtout les sorties en affût, en tristand, prévenez toujours du lieu où vous allez chasser. Un accident arrive très vite, même si vous avez un harnais. Si on ne vous voit pas rentrer, on saura où venir vous chercher. Et le peu de temps qu'on perdra, c'est la vie supplémentaire que vous pourrez gagner. Pensez-y, la sécurité, c'est très important. Je te rejoins, Marc, parce que nous, même chez nous, dans mon association, déjà pour l'affût d'été, on a la consigne d'avertir, donc de m'avertir, moi, ou les responsables de territoire. Pour chaque territoire qu'on a, on a deux responsables. On a créé des groupes WhatsApp ou par mail ou simplement par un SMS. Donc, la personne qui va sur le territoire avertit toujours avant de monter et surtout avertit quand il rentre chez lui. Donc, quand il redescend. Ça, c'est important. Et même si par hasard, moi-même, je mets un message, je suis bien passé, t'es rentré. C'est vraiment important. Envoyer toujours un message au président, au responsable de territoire, pour que la sécurité soit avant tout. Donc voilà, je pense si vous voulez pas. Voilà. Si vous voulez pas prévenir votre femme, vous pouvez prévenir votre maîtresse. Donc voilà les gars, merci beaucoup. Merci Mario. Un dernier petit mot pour tous ceux qui ont assisté, alors que ce soit même Marc, pour les personnes qui pensent plutôt qui n'ont pas l'habitude de chasser en montagne, qui souhaitent venir chasser en montagne. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message. On a la chance d'avoir un secteur où on peut inviter dès le premier week-end de septembre. Si vous voulez venir faire souffler un peu des poumons par des mouvements de chamois, vous êtes les bienvenus en hiver. Et voilà. Donc, ceux qui veulent venir, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec plaisir, Mario. Merci, Mario. Tu peux me réserver. Allez, les gars, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. Plaisir, bonne flèche. Merci. Salut à vous. Salut.